Correction du TP chimie numéro 8 sur la géométrie des entités chimiques, c'est-à-dire la géométrie des molécules, des atomes et des ions. Alors, on a peut-être déjà remarqué, vous avez peut-être déjà remarqué que lorsqu'on frottait un ballon ou un stylo en matière plastique et qu'on faisait couler un filet d'eau à côté, eh bien le filet d'eau était dévié. Alors, quel lien avec le titre du TP? Bah, on va voir que après le TP, numéro 9, que, la géométrie, des molécules présentes, de la molécule d'eau, a un impact sur cet effet. De même, vous connaissez, évidemment, les mélanges hétérogènes dont, par exemple le mélange, eau-huile. Eh bien, pareil, il y a une explication à ce «non mélange» entre guillemets, par, la géométrie des molécules présentes, les molécules d'huile et les molécules d'eau. Et puis aussi l'action de dissoudre. Comment se fait-il que l'eau, les molécules d'eau arrivent à casser, la structure, cristalline du sel? Qu'est-ce qui se passe pour que, ce sel ne nous apparaisse plus, à l'œil nu? Donc tout ça, ça va venir, petit à petit, mais il faut partir finalement, de la représentation qu'on a des atomes et des molécules et des ions. Alors, vous vous rappelez que, en 3 puis en classe de seconde, on a repris, heu, l'organisation d'un atome, donc un noyau, contenant des protons et des neutrons et des électrons qui tournent autour, répartis sur des couches électroniques. Alors je vous rappelle que ces électrons vont se donc placer sur des couches, mais des couches qui sont on va dire, éloignées, du noyau et que cette configuration, ces électrons, doit être connue et suit un ordre. Heu, Ces couches il y a une première couche proche du noyau, une deuxième un peu plus loin, puis une troisième. Et donc on va revenir sur, la répartition de ces électrons avec, cette petite, simulation. Donc un noyau, il va y d'abord avoir cette première couche, donc ce cercle bleu et on parle de, sous-couche S. Donc cette première couche ne contient qu'une sous-couche, on comprendra après pourquoi, qui s'appelle S. Viennent ensuite, 2 autres couches en rouge, une sous-couche S et une sous-couche P. Donc on voit qu'elles ont le même nom, hein, mais pas au même niveau. Donc la deuxième couche qui est l'ensemble de ces 2 sous-couches S et P et puis, une troisième couche qui est aussi l'ensemble, d'une sous-couche S et d'une sous-couche P. Et ces électrons vont se retrouver, dans ces sous-couches. Mais pas n'importe comment, on va pas avoir des électrons présents d'abord dans la troisième couche, puis ensuite dans la deuxième. Non, non. Tout ça, suit un ordre que vous avez vu, en seconde. Donc on remplit d'abord les électrons vont d'abord être proches du noyau, puis une fois qu'il y en a suffisamment, eh bien les électrons iront, dans les, sous-couches suivantes. Donc, on va avoir un exemple, avec, alors attendez, hop, voilà, on va aller sur le carbone. Le carbone, heu, combien a-t-il d'électrons? Eh bien pour le savoir, il faut, aller voir le tableau périodique des éléments, retrouver la lettre C et voir qu'il est en case 6. On se rappelle que ça signifie qu'il contient 6 protons et 6 électrons pour l'atome de carbone. Ces 6 électrons, ils vont se répartir du coup dans les sous-couches. D'abord dans la première couche et dans cette première couche, on ne peut mettre que 2 électrons au maximum. Les sous-couches S contiennent au maximum 2 électrons. Le carbone en a 6, donc il en reste 4 à répartir et on va d'abord en mettre 2 sur la sous-couche S de la deuxième couche. Il m'en reste encore 2 à mettre,
Mais comme la sous-couche 2s contient 2 électrons et qu'on est au maximum, il faut donc remplir maintenant la sous-couche P, appelée 2p. Donc je vous rappelle, le premier chiffre correspond au numéro de la couche, ensuite la lettre de la sous-couche, puis le nombre d'électrons présents dans cette sous-couche. Donc c'était un petit rappel de remplissage de la configuration électronique. Donc bien connaître d'abord le nombre d'électrons présents dans l'atome, puis répartir ces électrons dans cet ordre 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Et ça va jusqu'à un nombre de 18 électrons, donc l'argon. Alors revenons au TP. Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. On a pris l'exemple de l'atome de carbone à 6 électrons. On a donné sa configuration. Eh bien, une chose va nous intéresser dans cette configuration, c'est les électrons de la dernière couche. Je dis bien les électrons de la dernière couche. Donc à la fois la sous-couche 2p et la sous-couche 2s, parce qu'ils font partie de la même couche. Eh bien, on s'aperçoit que dans cette dernière couche, il y a 4 électrons. Ce sont les électrons qui vont être les plus fragiles, entre guillemets, et qui vont pouvoir euh, être utilisés pour réagir avec d'autres atomes, d'autres ions, d'autres entités. Ces électrons de la dernière couche sont appelés électrons de valence. Et dans le cas du carbone, il y en a 4. 2 de la sous-couche 2s et 2 de la sous-couche 2p. Ces électrons externes ou de la couche de valence vont permettre de fabriquer ce qu'on appelle des liaisons. Des liaisons covalentes. Donc des liaisons qui utilisent des électrons de valence. Et comment ça se passe? Eh bien, une liaison va être en fait la réunion, l'association de 2 électrons. Un électron appartenant à un atome, un électron appartenant à un autre atome. Donc, dans le schéma du haut ici, les atomes pour l'instant ne sont pas liés, mais ils vont se rapprocher et pouvoir mettre en commun un électron chacun. Ça forme donc un doublet d'électrons, 2 électrons, et ces doublets vont servir à tenir l'atome d'hydrogène dans ce cas-là et l'atome d'oxygène ensemble. On remarque ici qu'il y a 2 électrons qui ne servent pas. Ils ne servent pas à tenir d'autres atomes. Ils ne servent pas à les lier, donc on les appelle des doublets non liants. Et il faut absolument avoir une paire donc pour avoir ce qu'on appelle un doublet non liant. Et cette vision qu'on a de la molécule, eh bien on va la simplifier par ce schéma ici en bas à droite, qu'on appelle un schéma de Lewis. Une représentation simplifiée de ce modèle ici, où on observe la dernière couche de chaque atome. Dans le tableau périodique, on a donc compris que l'établissement de ce tableau, on observe du coup dans les 2 premières colonnes le remplissage des sous-couches S, puis à droite le remplissage des sous-couches P. Alors la première question, établir les configurations électroniques des atomes C, H, O, N et Cl. Donc en regardant à nouveau ce tableau, on a compris que la première case en haut à gauche correspondait à la présence d'un électron pour l'hydrogène. Puis après, on lit de gauche à droite, donc ici la deuxième case, hélium, He, là il en a 2. Puis après, on descend de couche en couche, de ligne en ligne. Ici 3, 4, 5, 6. Donc pour répondre à la question 1, il fallait repérer le C, le H, le O, le N et le Cl, retrouver le nombre d'électrons présents, puis les répartir dans les différentes sous-couches. Donc le carbone en a 6, on avait déjà trouvé sa configuration précédemment. 2, 4 et 6.
Pour l'atome d'hydrogène, en case 1, il n'y a qu'un seul électron. Donc, c'est la première sous-couche qui va être remplie, la 1s, et on va indiquer qu'il n'y a qu'un seul électron dedans, donc 1s1. L'oxygène, case 8, donc il faut donc remplir 1s2. Voilà, j'ai déjà enlevé 2 électrons sur mes 8 présents dans l'oxygène. 2s2, donc j'en ai enlevé 4. Et du coup, il m'en resterait 4 sur la sous-couche 2p. On fait bien l'addition ici de tous ces chiffres en indice. 4 plus 2, 6 plus 2, 8. On retrouve bien les 8 électrons présents dans l'atome d'oxygène. N azote est en case 7. Donc on se termine par 2p3. Et puis le chlore, case 9. Donc on finit par 2p5. Cela est-il en accord avec la représentation qui est faite des électrons externes des atomes O et H dans le document 3? Eh bien, on s'aperçoit que l'atome d'oxygène, ici, sur sa dernière couche, donc c'est-à-dire 2s et 2p, bien on voit bien qu'il y a 6 électrons sur cette dernière couche, 6 électrons externes ou de valence. Et c'est bien ça qui avait été utilisé dans la représentation du document 3. 2, 4, 6. Alors on voit qu'ils ont fait des paires ici. Et puis là, ils ont fait des électrons seuls. Voilà. Alors, compte particulier les gaz nobles appartenant à la dernière colonne du tableau. La dernière colonne signifie que si on rajoute un électron supplémentaire à un atome de la dernière colonne, il change de couche. En fait, ces gaz nobles ont toutes leurs couches électroniques S ou P saturées. Parce que si je rajoute un électron, je change de ligne du tableau. Donc je change de couche. Donc les gaz nobles, voilà, ont toutes leurs couches électroniques pleines. Et bien ça, on l'avait vu en seconde, ça donne de la stabilité. C'est-à-dire que ces électrons externes n'ont pas forcément besoin d'aller chercher un autre électron d'un autre atome pour être stable et pour voilà, être stable et ne pas changer de configuration ou de forme. Et donc ne pas former de liaison. Donc ces gaz nobles n'ont aucune raison de réagir, de participer à des réactions chimiques. Eh bien, en observant ça, on va du coup mieux comprendre ce qui se passe pour les autres atomes. Les autres atomes vont essayer d'obtenir cette configuration électronique stable avec un nombre des couches pleines, des couches électroniques pleines. Donc ils vont essayer d'avoir, par exemple pour les sous-couches S, d'avoir 2 électrons au total. Et à ce moment-là, on parle de la règle du Duhet à vérifier pour les sous-couches S. Et on s'aperçoit que pour les sous-couches P, ben, il faut en rajouter 6 de plus. Donc par exemple pour 2S et 2P, ben, il en faudra en total 8 électrons pour être plein, pour que la couche soit pleine. Pas que la sous-couche P1, la couche entière. Donc 2S, 2P, ça nous en fait 8 au total. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme octet pour 8, la règle de l'octet. Donc vérifier la règle de l'octet, c'est vérifier que la dernière couche contient bien 8 électrons, le maximum, pour la couche. Et la règle du Duhet, d'en avoir 2. D'après le document 3, un doublet liant, appelé liaison covalente, est constitué de 2 électrons, chaque atome lié en apportant 1, en déduire combien de liaisons chacun des atomes C, H, O, N et Cl doivent établir pour respecter les règles de stabilité. Pour avoir une liaison, il faut récupérer un électron. Mais l'idée de l'atome, c'est de devenir stable, donc d'avoir sa couche électronique pleine. Donc il faut autant de liaisons, et donc d'électrons à récupérer, pour saturer la dernière couche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, par exemple pour l'atome de carbone, combien il lui manque d'électrons pour saturer sa dernière couche. Sa dernière couche,
2s2, 2p2. Il n'est donc pas 2p6. Donc pour saturer, il lui manque 4 électrons pour former 4 liaisons et satisfaire la règle de l'octet pour arriver à 8. Autre exemple, l'hydrogène, sous-couche 1s, c'est sa dernière couche, il n'en a qu'une, et elle n'est pas pleine, il faudrait être à 1s2 pour satisfaire la règle du duet. Et bien donc là, il lui manque qu'un seul électron, et donc pour former qu'une seule liaison avec un autre atome. Donc s'il obtient un électron supplémentaire, l'atome d'hydrogène aura sa dernière couche saturée. Pour l'atome d'oxygène, je vous rappelle, il faut satisfaire la règle de l'octet, 2s2, 2p4, donc il faut arriver à 2p6. Là, il faudrait récupérer 2 électrons en faisant 2 liaisons avec d'autres atomes. Donc en fait, ces atomes vont chercher à récupérer des électrons ou à s'associer avec d'autres atomes pour être plus stables. Et donc ces molécules qui existent sont plus stables que les atomes seuls. Ces atomes H, O, N seuls n'existent pas. Ils peuvent être plus stables en récupérant, en s'associant avec d'autres atomes pour avoir leur couche électronique pleine. Donc pour l'azote, eh bien, il en manque 3 et il formera donc 3 liaisons. Toujours pour saturer sa dernière couche et obtenir 2p6. Le chlore, lui, il en manque qu'un seul. Associez chacun des schémas de Lewis d'atomes suivants à l'un des 5 atomes. Vous noterez le symbole de l'élément chimique correspondant à la place du X. Alors, les électrons de valence sont célibataires et vont servir à établir une liaison covalente. On les représente par un point. Les électrons déjà appariés en doublé non liant sont représentés par un tiret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette dernière phrase? C'est que si on a une paire d'électrons, ils n'ont aucune raison d'aller en chercher un autre, un troisième. Parce que à 2 électrons côte à côte, même si c'est en propre dans l'atome, eh bien, ils sont tranquilles et ils vont rester eux sont entre guillemets, déjà stables. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, pour, fabriquer ce schéma de Lewis, il faut connaître le nombre d'électrons de valence, vous savez, ceux de la dernière couche. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir, retrouver les configurations électroniques pour déterminer le nombre d'électrons de valence qu'il y a, heu, par atome. Et donc si j'ai, par exemple, on va prendre celui-là, le deuxième là. Ici, je vois un point, donc c'est un électron, ici un deuxième, et là j'ai une barre. Et bien cette barre représente en fait 2 électrons. Donc finalement ici, dans cette représentation, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons externes ou de valence. Donc il faudrait que je l'associe à l'atome qui aurait 6 électrons de valence. Ou à celui qui est capable de réaliser 2 liaisons. Ah oui, ces électrons-là sont célibataires. Cet atome-là n'est pas stable, vu que sa dernière couche n'est pas saturée à 8. Donc, ces électrons célibataires vont essayer d'en trouver un autre, ou s'associer, s'approcher d'un autre atome pour se partager 2 électrons. Donc on voit bien que dans cette représentation-là, on est capable de faire 2 liaisons, parce qu'on a 2 électrons ici célibataires. Eh bien, recherchons dans notre tableau, hein, on avait déterminé le nombre de liaisons possibles. Eh bien, on voit que ça correspond à l'oxygène. Donc ce schéma de Lewis correspond à la représentation du schéma de Lewis de l'oxygène. Comme ceci. J'ai bien 6 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une barre, je rappelle, un trait, c'est 2 électrons. Prenons celui-là, celui du milieu. Ici, il n'y a plus qu'un seul électron célibataire destiné à faire une liaison. Alors on a deux choix, soit l'hydrogène, soit le chlore. Bon, on se rappelle que le chlore,
lui avait 9 électrons au total et qui se finissait en 2s2, 2p5. Donc sa dernière couche contenait 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien voilà, ça c'est la représentation du schéma de Lewis du chlore. Ici, 4 électrons célibataires, et bien voilà, ça correspond. Ah bah là je ne l'ai pas mis en premier, tiens, j'ai d'abord mis l'hydrogène. Oui, effectivement. Hop, l'hydrogène est ici, un seul électron, donc une seule liaison possible. L'azote ici a 3, pardon, 3 électrons célibataires, donc 3 liaisons possibles. Et pour le carbone, ici, 4 liaisons possibles car 4 électrons célibataires. Voilà. Donc finalement, ce schéma de Lewis va nous permettre de comprendre la construction des molécules. Pourquoi on arrive à du CO2, pourquoi on arrive à du NH3, et pourquoi pas NH4. Voilà. Ah bah, parce que le N ne peut faire 3 liaisons, et pas 4, dans un premier temps, évidemment. Alors, on vous demandait ensuite de remplir un tableau, ici. Alors, le numéro atomique, on le trouve dans le tableau, c'est pour ça que j'ai déjà tableau périodique des éléments, donc j'ai tout de suite rempli. Alors, on va s'intéresser ici au carbone, on va remplir ce qui est proposé. J'ai remis le schéma de Lewis parce que maintenant on le connaît. Alors, sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p2, voilà, de calcis. Le nombre d'électrons externes, ça correspond à ceux de la dernière couche, donc 4. Pour que l'atome soit stable, il doit respecter une règle de stabilité, soit le duet, soit l'octet. Et bien là, on va remplir cette dernière couche, donc monter à 2p6, donc c'est la règle de l'octet. Pour cela, il a besoin de récupérer un certain nombre d'électrons. Il en a 4 pour l'instant, il faut qu'il monte à 8, donc il doit récupérer 4 électrons. Et pourra donc former 4 liaisons. Alors, le nombre de doublés non liants, c'est des paires d'électrons qui ne serviraient pas à faire des liaisons. Bah là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de paire d'électrons disponible. L'atome d'hydrogène, bon, bah, rapide, 1s1, un seul électron externe. Sa sous-couche S, pour être pleine, elle doit respecter la règle du duet, 1s2, je vous rappelle. Il manque donc un seul électron pour former une liaison. Et est-ce qu'il y a des doublés qui ne servent pas à faire des liaisons? Ben non, vu qu'il n'y avait qu'un seul électron présent. L'oxygène 8, 1s2, 2s2, 2p4. Nombre d'électrons externes, donc ceux de la dernière couche, 2s2, 2p4, ça en fait 6. Règle de stabilité, l'octet. Nombre d'électrons manquants, eh bien il faut arriver à 8, donc il en manque 2. Nombre de liaisons covalentes, bah, comme il m'en manquait 2, je vais pouvoir faire 2 liaisons. Alors le nombre de doublés non liants. Sur mes 6 électrons externes, 2 vont servir à faire des liaisons. J'en ai donc 4 qui ne servent pas à faire des liaisons. Ils vont donc se mettre en paires. J'ai donc 2 paires, 2 doublés. Des doublés qui ne vont pas servir à faire des liaisons, des doublés non liants. Voilà. De même pour l'azote. Voilà, je vous remplis ça. 5, la règle de l'octet. 3 électrons manquants pour passer à 8. Donc 3 liaisons possibles. Et donc sur mes 5 électrons de valence, j'en ai 3 occupés à faire des liaisons. Il m'en manque plus que 2. Et ils vont former un doublé non liant. Un seul doublé non liant. Le chlore, beaucoup plus d'électrons, il y en a 7. Il en manque plus qu'un pour passer à 8 électrons externes. Je vais donc pouvoir former une seule liaison. Mais du coup, j'ai 6 électrons qui ne servent pas à faire des liaisons. Et par paire, ça me donne 3 paires, 3 doublés non liants. Donc ce travail intellectuel est à faire, pas un tableau, mais voilà, de bien comprendre ces paires, ces doublés non liants et ces électrons célibataires servant à faire des liaisons. Donc on va essayer de construire les molécules, les construire, pas les connaître par cœur, les construire. Donc on vous propose voilà, cette représentation-là, temporaire, hein, parce que ce qui compte c'est que la fin. J'ai un atome d'hydrogène ici, qui a un électron disponible, célibataire.
eh bien, un autre atome d'hydrogène va se rapprocher, qui lui aussi a besoin d'un électron. Donc les 2 vont mutualiser leurs électrons et 2 électrons ensemble forment une liaison covalente et on obtient ce schéma de Lewis. Donc on vous proposait d'établir le CH4. Alors, CH4, eh bien, j'essaye de me rappeler ou de reconstruire les schémas de Lewis du carbone et de l'hydrogène. Donc le carbone, c'était celui-là. Alors, l'hydrogène, c'est juste un H et un point, un électron célibataire. Bah, lui va se rapprocher d'un électron célibataire du carbone. Un autre va se rapprocher d'un autre électron célibataire du carbone. Et en fait, on s'aperçoit que les 4 électrons célibataires du carbone vont servir à faire des liaisons avec 4 atomes d'hydrogène. À la place de 2 points, je remplace ça par un trait, un doublet liant, et j'obtiens du coup cette représentation, ce schéma de Lewis de la molécule CH4. Faisons de même avec NH3. Ah bah non, il y avait H2O. Alors H2O, l'oxygène avec ses 6 électrons externes, 2, 4, 5 et 6, eh bien on va rapprocher un atome d'hydrogène de l'atome d'oxygène, un deuxième, et on remplace par des doublés liants. Et on note bien toujours les 2 doublés non liants de l'oxygène. NH3, 3 électrons célibataires pour l'azote, donc 3 liaisons possibles avec des hydrogènes. Enfin le chlore. Le chlore a un seul électron célibataire, l'hydrogène aussi. Ils vont donc s'associer et former une liaison covalente, un doublé liant. Et le chlore a bien ces 3 doublés non liants. Voilà pourquoi on ne peut pas dire OH tout seul ou NH2 tout seul. Non, non. Vous pouvez pas avoir, au final, une représentation de molécules avec des électrons célibataires. Ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait que des doublés liants et des doublés non liants pour que la molécule soit stable. Il ne peut pas y avoir d'électrons célibataires dans votre schéma final de molécule. Cette molécule serait alors instable et n'existerait pas très longtemps. Alors, plus compliqué, il est possible d'établir 2 liaisons entre, 2 atomes. Là, on en avait fait des exemples avec une seule liaison, et bien 2 et 3 sont même possibles. Donc pour l'oxygène, on voit que la molécule O2 existe. L'oxygène tout seul, l'atome d'oxygène tout seul n'est pas stable. Il n'a pas sa dernière couche saturée. Et bien si je rapproche un deuxième oxygène, alors vous avez vu, je les ai un peu tournés. Pour faire apparaître quoi? Mais ces 2 électrons célibataires qui vont pouvoir former une liaison. Voilà le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène. Voilà, on va être obligé un petit peu de tourner, voilà, de changer les angles un petit peu des représentations, pour, bien faire apparaître ces liaisons. Puis après, faire un peu re répartir ces doublés non liants de façon symétrique pour que, voilà, ce soit, «plus joli» entre guillemets à regarder. Voilà la molécule d'O2, le dioxygène. Et on voit bien que O tout seul n'est pas stable. Et donc dans la nature, c'est la molécule de dioxygène qu'on rencontre dans l'air. De même pour le dioxyde de carbone, vous avez vu que là je me suis mis un peu en diagonale, toujours pour faire apparaître ces paires d'électrons, électrons célibataires appartenant à l'atome de carbone de l'oxygène. Le carbone a 4 électrons, et bien ils vont tous être pris, mais 2 pour un oxygène et 2 pour un autre oxygène. Voilà notre molécule de CO2, dioxyde de carbone. Et là, une molécule qui se tient vraiment bien, c'est le diazote. Les 3 électrons célibataires d'un premier azote vont s'apparier avec 3 électrons célibataires d'un deuxième azote. Et donc on la représente plutôt de cette façon, avec ces 3 liaisons.
1, 2, 3, 4 et 5. Donc on retrouve bien les 5 électrons de valence de chaque atome d'azote. Voilà la molécule de diazote, extrêmement stable, car 3 liaisons tiennent quand même ces 2 atomes d'azote. Alors, des ions, c'est pas des atomes, hein, vous vous rappelez, on avait vu ça en classe de seconde. C'est des atomes qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Pourquoi? Eh bien, je pense que vous l'avez compris maintenant. Pour être stable, pour avoir leur dernière couche saturée. Saturée en électrons pour satisfaire la règle de l'octet ou la règle du duet. Donc par exemple, ici, on prend le chlore. Le chlore seul n'est pas stable. Il a un électron célibataire, sa dernière couche n'est pas saturée. Eh bien, il va être capable de récupérer un électron en propre à lui, un électron disponible. Il va donc pouvoir terminer la saturation de sa couche. Donc, au lieu de mettre 2 points, ben, on va mettre un trait pour représenter le dernier doublé. On obtient donc bien 4 doublés, donc 8 électrons. On est bien saturé. Mais pour cela, on a gagné un électron. Donc, d'un point de vue euh, électrique, charge électrique, ben, on n'est plus neutre. On a plus d'électrons que de protons. Et bien, on le symbolise avec ce moins. Et dans le schéma de Lewis, ben, ce moins, on le met dans un cercle. Voilà. Alors, retrouver, en justifiant, les charges des atomes d'oxygène et de sodium. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Pour devenir stable, il doit suivre la règle de l'octet, donc récupérer 2 électrons pour arriver à 8. Et donc, à ce moment-là, sa charge électrique est négative, hein, elle vaut -2. Donc, le symbole, si vous vous rappelez bien, l'ion oxygène, c'est O2-, car il a gagné 2 électrons pour satisfaire la règle de l'octet. Et donc, son schéma de Lewis, eh bien, on va reprendre le schéma de Lewis de l'oxygène. On ajoute 2 électrons. On va donc remplir toute sa dernière couche. Et on rajoute la charge. Et pour le schéma de Lewis, on va parler de charge formelle. Voilà. Même réflexion, même démarche pour le sodium. Le sodium, 11 électrons. Voilà, ça en fait plus. Alors, je me rappelle plus de combien d'électrons de valence ça fait. Je cherche donc sa configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p6, donc 6 et 2, 8 et 2, 10. Il m'en manque plus qu'un. Donc, troisième couche, 3s1. Ah bien, pour être stable, il faut satisfaire la règle de l'octet. Donc, à la limite, on pourrait monter à 3s2, 3p6. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut gagner 7 électrons. Eh bien, c'est plus simple de perdre l'électron pour que notre dernière couche soit 2s2, 2p6 qui, elle, sera saturée. Donc l'atome de sodium va perdre un électron pour devenir stable. Et perdre un électron, c'est laisser les protons être plus nombreux, donc avoir une charge électrique de +1. Et on va donc mettre comme symbole Na+. Eh bien, pour le schéma de Lewis, on avait Na point, hein, je vous rappelle qu'il avait un seul électron de valence. Eh bien, il va partir ce point. Et en partant, ben voilà ce qui nous reste. Plus rien, et un symbole plus dans un cercle. Alors vous verrez qu'en cours, on peut rajouter, alors vous verrez une sorte de rectangle où on parlera de lacune électronique, c'est-à-dire que comme on a perdu un électron, on a maintenant voilà, quelque chose de vide, il manque un électron et on parle de lacune. Alors, pour former des ions qu'on dit polyatomiques, c'est-à-dire à base de plusieurs atomes, Heu, il il va être possible que l'atome de lui-même va essayer de perdre un électron ou de gagner un électron pour pouvoir faire une liaison. Donc il le perd, mais il va le récupérer d'une autre façon. Donc temporairement ou dans l'ion, il va, on dit changer de valence. Donc on va voir un cas, tout de suite avec,
l'ion qu'on appelle H3O+, l'ion, alors pas hydrogène tout à fait, hydroxyde, hydroxy, heu, ion hydrogène, si, non, mais alors solvaté avec des molécules d'eau, mais on y reviendra plus tard. Hydronium, je crois, si ça me revient. Alors, H3O+, alors je regarde sa base, un oxygène, 3 hydrogènes. Alors l'hydrogène, bah, ça, je maîtrise en schéma de Lewis. L'oxygène, pour moi, c'est ça au départ. Ah oui, mais l'oxygène est capable de faire que 2 liaisons. Et là, on me propose autour 3 hydrogènes. Eh bien, l'atome d'oxygène va se transformer. Il va perdre un électron. Mais pour faire quoi? Bah, il va perdre un électron et donc casser un doublet non liant et obtenir un électron célibataire, du coup. Et si j'ai 3 électrons célibataires, je peux faire 3 liaisons. Ah bah ça tombe bien, j'ai 3 hydrogènes autour de moi. Oui, mais en perdant un électron, j'ai un électron de moins que d'habitude. Et perdre un électron, c'est devenir un ion positif. Donc on est obligé de rajouter cette charge formelle, plus. Cet ion n'est pas stable du tout, hein, seul. Il va pouvoir l'être en ajoutant et en formant un ion polyatomique. Là, c'est stable. Alors je vérifie la stabilité en comptant le nombre d'électrons autour de l'oxygène. 2 ici, 2 de cette liaison, donc ça fait 4, 6 et 8. L'atome d'oxygène a bien ses 8 électrons et sa dernière couche saturée. Maintenant. Et les hydrogènes aussi suivent la règle du Dewey. Donc finalement, cet ion polyatomique est stable. Alors même démarche pour HO-. L'oxygène a 2 électrons célibataires au départ, mais là il n'aura qu'un hydrogène à utiliser. Donc finalement, il va récupérer un électron, former un doublet non liant, et l'électron célibataire qui sera seul va servir à faire la liaison covalente avec l'hydrogène. Mais donc comme il a récupéré un électron, eh bien il est plus négatif qu'avant, donc il aura une charge formelle moins. Et ça forme l'ion hydroxyde HO-. NH4+, si vous vous rappelez, N avait 5 électrons de valence, donc un doublet non liant et 3 électrons célibataires. Donc vous pouvez faire 3 liaisons. Eh bien là, il va en faire 4 et pour cela, si vous avez bien compris l'exemple, d'avant sur H3+, il va perdre un de ses électrons, un électron qui était dans le dernier doublet non liant et former 4 liaisons. Mais si en perdant un électron, bah, du coup, il a obtenu une charge formelle plus, d'où l'ion NH4+. Donc vous voyez qu'avec cette démarche, on arrive à comprendre la stabilité des molécules, des ions monoatomiques et des ions polyatomiques. C'est pas du hasard, c'est des liaisons avec des électrons de valence. On va passer à la dernière partie, assez importante, la géométrie. La géométrie d'une molécule, ça va avoir une très grande importance. Et ces géométries de molécules, eh bien, on va voir qu'elles sont différentes. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et là, première question qui paraît un peu étrange, qu'existe-t-il entre des charges électriques de même signe? Alors, on se rappelle de son chapitre sur les interactions électriques, et des charges de même signe se repoussent. Des charges électriques, on en a dans un atome, on en a dans le noyau, avec les protons, mais là, on n'a pas arrêté de parler quoi? Des électrons, et surtout de doublés. Et bien du coup, un doublet d'électrons, c'est 2 charges électriques négatives. Un autre doublet, c'est aussi 2 charges électriques négatives. Donc finalement, ces doublés d'électrons présents autour d'un noyau d'atome
ils vont vouloir se repousser. Et donc, il va y avoir une interaction électrique entre les doublés. Entre les doublés liants. Voilà. Et par exemple, l'atome de carbone, on avait dit qu'il avait 4 électrons célibataires, donc capable de faire 4 liaisons, donc 4 doublés liants. Eh bien, ils vont tous se repousser. Et donc, si j'imagine un carbone central, eh bien, les 4 liaisons, voilà, il n'y en aura pas 2 d'un côté et puis 2 écartés de l'autre. Il faut que ça se répartisse de façon harmonieuse. Du coup, on pourrait penser que si j'ai un cercle avec un carbone autour, eh bien, mes 4 liaisons vont se répartir chacun avec un angle de 90 degrés, comme on avait pu le dessiner tout à l'heure. Alors, quand vous avez le matériel pour fabriquer des molécules, eh bien, en classe, par exemple, vos camarades, vont pouvoir fabriquer, ce modèle du CH4, hein. Je vous rappelez en quatrième, par exemple, on utilisait une sphère blanche, une sphère rouge, une sphère noire, une sphère bleue et du coup, le CH4, ben, on va voir, c'est un atome central noir et 4 atomes d'hydrogène autour blanc. Et bien, en le construisant, on obtient ceci. Ah, attendez, est-ce que ça ressemble à ceci en bas à droite? Un central et 4 autour, avec des angles de 90 degrés. Ah non, là, il n'y a pas 90 degrés, là. Hein, on voit que c'est légèrement coudé ici, là. Enfin, légèrement même, c'est bien coudé. Donc attention à vos représentations sur une feuille de papier, à une construction de vos schémas de Lewis et à la réalité. Alors pourquoi? Pourquoi ça colle pas? Pourquoi ce que j'avais dessiné, imaginé, ça colle pas à la réalité? Eh bien, il faut avoir ce qu'on appelle une vision dans l'espace. Les liaisons vont se répartir dans l'espace, pas sur un plan. Là, la molécule, elle n'est pas plane. Donc les doublés vont se repousser, mais autour du carbone. Donc occuper tout l'espace disponible et les lier et du coup les angles ne vont pas être de 90 mais de 109. Hein, on trouve un angle de 109 degrés à chaque fois pour chaque doublé, entre chaque doublé liant. À ce moment-là, la répulsion est maximale. Alors, on peut construire aussi les molécules d'ammoniac, d'eau, de méthanol et de dioxyde de carbone. Donc celle-ci, c'est l'ammoniac, un N bleu et puis 3 H en blanc. La fameuse molécule d'eau, le méthanal, où on voit 2 liaisons, ici, et puis le dioxyde de carbone, si vous vous rappelez, où il y avait 2 liaisons de chaque côté du carbone, ici et là. On voit que la répartition des atomes, leur place, leur géométrie est différente. Eh bien, c'est ces géométries qu'il va falloir comprendre et déterminer à l'avance, avant de les construire comme ça. Les géométries typiques à connaître seront celles-ci. Une géométrie linéaire, où les atomes sont alignés, coudés, où on voit qu'on forme un angle entre 3 atomes. Plutôt une forme triangulaire, voilà, les atomes vont se retrouver à chaque pointe du triangle. Attention, on passe en 3D un modèle tétraédrique. Alors, tétraédrique 4, donc 3 en bas, à la base au sommet pardon, d'un triangle, et un dernier atome en haut voilà, de ce tétraèdre. Et là, on va plutôt utiliser le terme de pyramidal pour le dernier. Alors, le linéaire, bah oui, c'était celui-là. Les 3 atomes sont alignés. Et bien cette molécule, c'était évidemment le dioxyde de carbone. Coudée, ah oui, c'était celle-ci. On voit que c'est pas aligné, il y a un angle autre que 180 et ça correspond bien à la molécule d'eau.
triangulaire, bah, voilà, ici, on voit bien, qu'on est dans un triangle avec, comme, sommet, 2 hydrogènes et un oxygène. Alors on voit qu'on n'a pas, représenté, l'atome de carbone là, dans ce triangle, mais non, voilà, on regarde juste la forme générale et là on voit bien que c'est un triangle. Notre fameux, méthane, c'est H4, donc tétraédrique, et puis la pyramidale ici pour NH3. La forme la plus «complète» entre guillemets, c'est celle-ci. Je vois que si j'enlève le sommet, eh bien je me retrouve avec celle-ci, la pyramidale. Si j'enlève encore un morceau, je me retrouve avec la coudée. Eh bien, on va le voir par la suite. Qu'est-ce qui empêche ces 3 liaisons de NH3 de se mettre à 120 degrés? Bah oui, on pourrait avoir quelque chose de plat avec, les 3 liaisons, NH bien réparties et ça obtiendrait, 120, pardon, 120 plus 120 plus 120, 360, donc bien répartis de chaque côté. Donc si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui empêche, d'aplatir, ces 3 liaisons. Quelque chose qui les repousse, qui se retrouverait en haut. Eh bien, en fait, il doit rester un dernier doublé. Mais mais non, on a bien vérifié, l'azote, NH3, il a 3 électrons célibataires. Ah oui, mais il y a un doublé qu'on n'a pas représenté ici, un doublé non visible. Le doublé non liant, vous savez, la barre dans le N. Eh bien, ce doublé non liant, il est ici. Alors, il participe pas à faire une liaison, mais il est présent quand même. Et c'est que, voilà, ce sont des charges négatives qui vont donc repousser les charges négatives du doublé liant. Ici, pour l'oxygène, bah oui, ça aurait pu s'aligner. Donc, si ça s'aligne pas, c'est qu'il y a quelque part ici de non représenté, un doublé qui va repousser les doublés liants. Et on se rappelle que l'oxygène, dans sa formule, il y avait, dans son schéma de Lewis, il y avait un O, 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Les électrons célibataires et 2 doublés non liants. Donc les 2 doublés non liants vont repousser les 2 doublés liants. Chacun se repousse. Et voilà, c'est cette représentation. On a bien laissé ce qu'on dessine habituellement. Et là, voici les 2 doublés non liants. Et on se retrouve donc avec ce schéma pyramidal, tétraédrique, pardon, qui ressemblait un peu à CH4. Voilà. Mais là, on a des doublés non liants. Donc j'enlève, je ne les représente pas, et j'obtiens bien ma molécule coudée. Donc au final, les géométries sont à connaître, et on peut les retrouver à l'aide du schéma de Lewis, en repérant les doublés liants et doublés non liants, et en imaginant une répartition maximale entre eux. Dioxyde de carbone, linéaire, H2O coudé, méthanal triangulaire, méthane tétraédrique et ammoniac pyramidal. Ceci est la fin de la correction du TP chimie numéro 8.